Dans cette vidéo, on va parler des ETF à dividendes et je vais t'en présenter 3 qui sont éligibles au PEA. Ils ont tous plusieurs centaines de millions d'euros sous gestion, il y en aura 2 distribuants et un capitalisant, histoire de faire plaisir à tout le monde. Mais d'abord, pourquoi des ETF à dividendes? Eh bien parce que tu sais sans doute qu'on ne peut verser que 150 000 euros dans un PEA. Montant qui paraît élevé au premier abord mais qui peut rapidement être atteint, par exemple en cas d'héritage ou si tu touches une plus-value immobilière. Ou simplement si ton salaire augmente et que tu te permets d'augmenter tes versements. Mais pas de panique parce que tu sais peut-être que le PEA peut dépasser 150 000 euros en valeur. Cela grâce aux plus-values ou aux revenus de tes placements. Les revenus les plus connus en bourse sont les dividendes qu'on peut obtenir en achetant certaines actions. Cependant, choisir des actions à dividendes est un véritable casse-tête. Ça demande une gestion assez active puisqu'il faut savoir choisir quelles actions on va garder, quelles entreprises on doit éliminer, vérifier également le versement des dividendes, si ce dividende est en croissance ou non. Tandis qu'une manière beaucoup plus passive de toucher des dividendes, c'est de se tourner vers un ETF à dividendes. Un ETF te permet d'être exposé à un grand nombre d'actions en un seul achat. Et tu l'as compris, on va ici avoir plein d'entreprises qui versent des dividendes. On va tout de suite analyser les ETF ensemble et puis on débriefe juste après parce que c'est pas un placement qui peut convenir à tout le monde. On se retrouve directement sur le broker et on va commencer avec le plus gros des ETF à dividendes européens avec plus de 900 millions d'euros d'encours sous gestion. Tous les ETF que je vais te présenter sont bien entendu éligibles au PEA. Et c'est ma sélection, il en existe d'autres. Pour celui-ci, on a seulement 41 positions, donc tu vois que c'est un peu moins diversifié qu'un ETF Monde par exemple avec 1500 entreprises. Tu vois aussi qu'on est sur les dividendes aristocrates. Ça signifie qu'on sélectionne des entreprises qui augmentent leurs dividendes depuis plus de 20 ans. Ce qu'on aime généralement avec les dividendes, c'est qu'ils aient une grosse croissance et qu'ils soient distribués depuis longtemps. Et surtout sans interruption, c'est l'un des critères de confiance. Bref, dans ce cas-ci, je vois rien. Dans ce cas-ci, tu peux voir qu'on est à 23 € la part, donc on est sur un fonds en euros. Un ETF évidemment rassemble toute une partie d'entreprise, tout un lot d'actions, mais ça je l'ai déjà dit. Sur 10 ans, on a une performance de 25%, donc c'est relativement faible si tu compares à des ETF S&P 500 et ce genre de placement. On peut voir sur 10 ans qu'on a 25% de croissance, ce qui n'est pas incroyable, on est d'accord. Mais le principe ici, c'est pas forcément d'avoir de la croissance et de la plus-value sur nos actions, c'est plutôt de toucher de l'argent, toucher des dividendes. Du coup, un graphique un petit peu en dents de scie, mais nos placements restent relativement autour des 20 € la part. Parfois, ça monte un petit peu. Donc ça signifie que quelqu'un de plus âgé ou quelqu'un qui a pas mal d'argent et qui veut toucher des revenus, toucher des dividendes, eh bien, il a un portefeuille plus ou moins stable qui rapporte des dividendes tout le temps. Mais bon, on va d'abord aller voir la fiche d'identité, on parlera du reste après. Je remarque ici qu'on est sur les actions, on est en région européenne, évidemment, puisqu'il est éligible au PEA. On est sur les dividendes aristocrates, c'est noté ici. On est sur un ETF qui est physique, ça veut dire qu'on achète réellement les actions. L'ETF en tout cas est garanti par les actions. Il est en distribution semi-annuelle, ça signifie qu'il va te reverser les dividendes tous les 6 mois. Ensuite, j'ai 3 étoiles sur 5 de notation, donc ça c'est un peu moins encourageant. Après, ça dépend s'il se base sur les performances de l'ETF. Oui, c'est sûr que la performance, elle n'est pas forcément au rendez-vous, on l'a vu. L'ETF, il est en long, donc ça veut dire qu'il suit le marché. Les ETF short vont tenter de shorter le marché, de parier sur la baisse, mais ce n'est pas forcément une bonne idée, en tout cas pas dans ce cas-ci. J'ai des ratios TER, donc c'est-à-dire les frais de 0,30. L'ETF existe depuis 2012. Ça, c'est assez intéressant aussi parce que s'il est ancien, ça veut dire qu'il y a des gens qui lui font confiance. Ça veut dire qu'il existe depuis longtemps et qu'il n'a pas été supprimé par l'émetteur pour cause de non-performance, tu vois. Bref, je vais aller voir les répartitions d'actifs. J'ai ici 47% de cyclique, donc c'est des valeurs qui varient relativement beaucoup. Après, on a du légèrement cyclique à 20% et 30% de défensif, ce qui correspond plus ou moins à un placement qui va rester relativement stable dans le temps. On est presque sur 100% d'actions, ça c'est parfait. Et on voit ici qu'on a 10 positions principales qui représentent à elles seules 40% de l'ETF. Il y a des entreprises dans toute l'Europe, n'est-ce pas? En France, ici avec Bouygues, il y a l'Allemagne avec Allianz, Italie, Finlande, Belgique même, Espagne, Allemagne, Irlande, etc. Et ces positions représentent à elles seules 40% de l'ETF. On va aller voir les documents du fonds, le KID, c'est très important, il faut toujours le vérifier, ne serait-ce que pour les frais, être certain qu'ils sont à jour.
Donc ici, on a toute une explication que tu peux aller lire. On a un risque 4, d'accord? Donc c'est relativement stable, c'est moyen. On va donc gagner un peu moins d'argent, mais l'important, ce sont les dividendes. Juste ici, sur 5 ans, j'aime bien ce tableau qui montre l'évolution, le potentiel de gain qu'on pourrait espérer sur 5 ans en investissant ici 10 000 euros. Donc avec 100 euros, c'est pareil. C'est juste que le placement là à 10 000 est plus facile et plus parlant. Après 5 ans, on pourrait imaginer 1 700 euros. Donc ça veut dire qu'on s'est bien fait détruire par le marché. Scénario qui est quand même peu encourageant. D'un autre côté, on peut espérer après 5 ans jusqu'à 15 000 euros. Donc 15 000 euros de croissance sur notre ETF et en plus tous les dividendes qui ont été versés. Donc c'est pas ridicule. Enfin, 15 000 euros, on gagne 5 000 euros puisqu'on a investi ici 10 000 dans ce scénario hypothétique qui se base sur des éléments qui sont vraiment arrivés dans le passé. Mais bon, ça reste à prendre avec des pincettes. Je vais voir en dessous au niveau des frais, on est sur 0,7. Donc 0,7 c'est énorme en tant que frais. Si on sort après 5 ans, 0,8 chaque année. C'est très douloureux, très douloureux. Il y a des coûts de transaction, il y a des autres frais ici à 0,30. L'impact des coûts d'achat et de vente des investissements sous-jacents pour le produit. Mais c'est beaucoup, c'est énorme parce que normalement un ETF, c'est frais, le TER, donc c'est l'ensemble des frais pour payer les transactions, le comptable et la boîte qui tourne là derrière. Ça paye généralement 0,10 jusqu'à 0,50 en frais. Là, si on est à plus de 0,5, ça commence à faire beaucoup. Ça, c'est pour le premier. On va aller voir le deuxième que je t'ai préparé. Ok, on se retrouve sur un iShares, donc de BlackRock, dividendes, UCITS, 10, etc. etc. D'accord, celui-ci va aussi être distribuant puisque tu vois qu'il est 10 ici. UCITS, ce sont des réglementations qui font que l'ETF est plutôt bien géré, mais ça on en parlera dans une vidéo à part parce que ça prendrait 3 plombes. Sur 10 ans, je vois que j'ai une performance qui est négative, donc c'est assez douloureux, n'est-ce pas? En termes de position, on a 31 entreprises dans cet ETF, donc c'est pas très diversifié, même pas du tout. Enfin si, un petit peu, mais pas beaucoup. Et derrière, on a 700 millions d'encours sous gestion, donc ça reste quand même très important pour un ETF qui, moi ici, ne me plaît pas au premier abord. Après, encore une fois, on n'est pas là pour la performance, on est là pour les dividendes. Mais bon, en descendant, on peut voir qu'on a seulement 2 étoiles de notation. Ça saute aux yeux. Est-ce que c'est à cause de la performance négative? Est-ce que c'est à cause d'un manque de diversification puisqu'on n'a que 31 entreprises dans l'ETF? C'est la question. Je vois par contre qu'il est en 2005, il a été créé en 2005, donc c'est un ETF qui est assez ancien puisque ça a commencé dans les années 2000 il me semble. 0,40 de frais, c'est déjà plus honnête que celui d'avant. On va aller vérifier ça de toute façon. 17 euros la part, c'est pas cher par contre. On est en long et on est donc sur du BlackRock et je vois qu'on est bien sûr sur l'Europe. On est physique, d'accord, on détient vraiment les actions indirectement. On a une politique de distribution trimestrielle, donc ça c'est intéressant puisqu'on toucherait des dividendes tous les 3 mois au lieu de tous les 6 mois comme tout à l'heure. Je vais aller voir dans la répartition des actifs. Tu peux voir qu'on a 60% de cyclique, donc ça varie un peu plus. 16% de défensif et 21% de légèrement cyclique. Donc on est un petit peu moins défensif que tout à l'heure. Dans les entreprises, on retrouve Crédit Agricole en France, Espagne, Pays-Bas, Italie, Allemagne, France, Orange. Et je vois que les entreprises sont un petit peu différentes de celles de tout à l'heure. Cela représente 42% de l'ETF. Allons voir le document qui va nous donner plus d'infos. iShares donc de BlackRock, en quoi consiste ce produit? Ce qui nous intéresse, c'est surtout l'échelle de risque. On est à 5 sur une échelle de 1 à 7. Avec 10 000 euros investis, on peut espérer 1 700 euros dans le pire des scénarios et jusqu'à 14 000 euros dans un scénario favorable. Donc, c'est relativement semblable à celui d'avant en termes de performance et d'estimation. Encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes. Tu peux voir ici que les scénarios sont basés donc sur des éléments et des choses qui sont déjà arrivées dans le passé. J'ai ici 0,9 de frais. On a 0,40 donc de frais de base et 0,47 de coût de transaction. D'accord, sur 5 ans, donc après 5 ans, on paierait presque 500 euros de frais. Ça signifie que si après 5 ans, avec 10 000 euros investis, on a 14 500, il nous resterait que 14 000 plus tous les dividendes évidemment qu'on a touchés entre-temps. C'est à réfléchir, c'est à voir. Je vais checker le dernier ETF et n'oublie pas que je te mets toujours un tableau récapitulatif à la fin de la vidéo et aussi les codes ISIN en commentaire. Les codes ISIN, c'est ce petit code juste ici qu'il suffit de copier-coller sur Google pour retrouver l'ETF en question
ou le TC, ou alors le mettre directement dans la barre de recherche de ton broker et tu pourras ainsi retrouver l'ETF que je t'ai présenté. Dernier ETF que j'ai à te présenter, il a à peu près 200 millions d'encours sous gestion, donc il est un peu plus petit que les autres. Tu as toujours le code ISIN ici que je te mettrai en description. Sur 10 ans, on a presque 100% d'évolution, donc c'est beaucoup plus encourageant que ceux qu'on a vu tout à l'heure. Par contre, on est à 155 € la part, donc c'est vachement plus cher également. Si on va voir dans la fiche d'identité, on a 4 étoiles sur 5, donc il est un petit peu plus évalué positivement. À mon avis, ce qui compte beaucoup, c'est le pourcentage d'évolution de performance. Un ETF ici qui est synthétique, ça signifie qu'il n'achète pas forcément les actions de l'indice et qu'il passe par des produits dérivés, des swaps et d'autres manières d'investir. Donc, c'est un petit peu une stratégie différente. On est en capitalisation, donc là, ça veut dire que les dividendes sont automatiquement réinjectés dans l'ETF. Est-ce que ça a du sens et est-ce qu'il compte ça dans la performance elle-même? Je ne pense pas. Je pense que la performance est celle des actions. Par contre, ici, capitalisant, tu ne toucherais pas forcément tes dividendes. Ils seraient capitalisés, ils seraient réinvestis au fur et à mesure. On évite aussi une certaine fiscalité, ça peut avoir du sens. Ici, on voit qu'on a un ETF à 0,14 de frais, donc le TER 0,14, c'est assez faible et il a été créé en 2009. Allons voir la répartition des actifs. On a 47% de cyclique, 24% de légèrement cyclique et 27% de défensif, donc c'est plutôt bien réparti. Si je descends, on a plein de secteurs évidemment différents. Sur les positions, elles sont surtout aux États-Unis, donc on n'est pas clair là-dessus. On va aller voir dans les documents, peut-être qu'on aura plus d'informations. Amundi, ETF, MSCI, OK, High Dividende, d'accord. J'ai un risque 4 sur 7, donc c'est relativement moyen. Dans le cas évidemment où on garde cet investissement pendant 5 ans. Si jamais je sors et que je le vends ici après 5 ans, on peut espérer 14 300 € maximum et 1 400 minimum. Donc on reste encore une fois dans les mêmes proportions que les ETF à dividendes précédents. Si on descend, on a ici 0,3 de frais, donc là on reste sur 0,30 de frais, c'est celui qui m'a l'air d'être le moins cher de tous et voilà. Ok, bilan de tout ça, c'est que tout dépend de la personne qui achète les ETF. Si tu es plus âgé, que tu as un peu de capital et que tu veux toucher des revenus, ça peut être une bonne solution. Par contre, si tu es jeune et que tu veux capitaliser sur le long terme, il faut avouer que les performances laissent un peu à désirer. Cependant, on vise des rendements relativement élevés et on va pouvoir réinvestir ces dividendes par la suite. Ce que tu dois savoir, c'est qu'une entreprise qui verse des dividendes a généralement atteint une sorte de plateau en termes de croissance. Comme elle ne peut plus vraiment attirer les investisseurs en leur promettant des fois 2, des fois 3 ou des fois 4, elle verse des dividendes pour rester une entreprise attrayante. Il y a d'autres raisons évidemment, mais ça peut expliquer en partie la performance relativement moyenne qu'on a vue sur ces ETF. Un autre souci, c'est que quand on investit en dividendes, on aime bien voir la croissance des dividendes au fur et à mesure. On veut savoir quand les dividendes sont versés, est-ce qu'ils sont interrompus ou non, etc. etc. Et ce sont des informations qui sont compliquées à avoir dans le cadre d'un ETF. On a aussi vu une diversification pas terrible, donc il faut avoir d'autres ETF si tu veux avoir un portefeuille équilibré. Avoir uniquement des ETF à dividendes, ça n'a pas l'air d'être l'idée du siècle, même si je donne aucun conseil d'investissement, seulement du contenu un peu divertissant. Après, à toi de prendre tes propres décisions. Les dividendes, c'est quelque chose de fantastique, mais tout dépend du profil de l'investisseur. Tout dépend de toi et de tes objectifs. Je t'affiche une autre vidéo juste ici dans le domaine de la finance. Sinon, il y a aussi une playlist où je documente l'évolution de mon portefeuille. Dans tous les cas, je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.